Bonjour, ce cours porte sur les points remarquables. Alors évidemment, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un point remarquable, en quoi il est remarquable et éventuellement à quoi ça sert. Alors peut-être on va commencer par ça. À quoi ça sert? En fait, ça sert dans de nombreuses applications. Ça sert par exemple en stéréovision, quand on veut reconstruire un monde tridimensionnel à partir d'une paire d'images, eh bien, on est amené à mettre en correspondance des points dans les deux images, et cette mise en correspondance est extrêmement basée sur ces fameux points remarquables. Ça sert aussi à faire des images panoramiques ou des mosaïques d'images, donc reconstruire une grande image à partir de plusieurs images pour justement mettre en correspondance ces images et pour retrouver le mouvement qui existe entre les deux images. Ça sert en reconnaissance du geste aussi, donc pour savoir quel est le geste qui est fait par quelqu'un, par exemple pour l'animation d'un jeu vidéo. Voilà, donc, et encore d'autres applications. Ah oui, ça sert aussi au suivi de cibles et à l'asservissement visuel dans les robots. Donc par exemple, quand un robot veut prendre quelque chose, eh bien on va potentiellement utiliser les points remarquables. Donc ça, c'est pour les applications. Maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un point remarquable, en quoi il est remarquable. Alors on dit point remarquable, on dit aussi point d'intérêt, et puis on dit aussi point de Harris en raison du principal algorithme qui est utilisé pour réaliser cette détection des points remarquables. Pour illustrer mon propos, je vous propose d'utiliser une petite séquence vidéo qui est extraite du deuxième film qui porte le nom de Fantasia, réalisé par Walt Disney, basé sur la musique L'Oiseau de Feu de Stravinsky. Donc j'ai choisi cette vidéo parce que c'est de l'animation, donc ce sera joli, mais aussi parce que, comme vous allez le voir, c'est une vidéo qui a un certain nombre de qualités et de défauts qu'on retrouve dans beaucoup de films, et qui va nous permettre de bien comprendre ce qu'on veut faire. Alors, on va tout de suite lancer la séquence vidéo. Donc, vous voyez la séquence vidéo qui est en train de se dérouler. On voit en fait différentes choses qui se passent à différents plans d'image, des branchages pointus. Et puis, voilà, là, on a un cerf qui apparaît au fond. Voilà, donc ça, c'est la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire avec cette vidéo? Eh bien, on peut vouloir, par exemple, suivre certains objets de la vidéo. Par exemple, là, si on continue la vidéo, on pourrait vouloir suivre le cerf. On peut vouloir essayer de suivre des branchages. On peut essayer de faire une reconstruction tridimensionnelle du terrain qu'on est en train de regarder à partir justement de cette vidéo. On peut vouloir recoller ces différentes images de vidéo pour essayer de faire une image panoramique, etc., etc. Pour pouvoir faire toutes ces applications, ce qui est important, c'est de pouvoir faire de la mise en correspondance. Alors, qu'est-ce que c'est que la mise en correspondance? Donc ça, normalement, vous l'avez déjà vu en cours, mais on va essayer de se rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Donc pour ça, j'ai extrait deux images de ce film, donc deux images de cette séquence qui sont un petit peu éloignées. Elles sont éloignées de peut-être une ou deux secondes peut-être. Donc vous voyez qu'elles représentent à peu près la même scène. On reconnaît ce morceau de branche ici, et puis le tronc qui est ici. Et puis on voit qu'on a un effet de perspective puisque ce qui est ici est passé derrière l'arbre. On voit un petit peu émerger la branche qui est ici, là. Voilà, donc ça, c'est l'objet. Et donc, la mise en correspondance, eh bien, ça va être la base de la totalité des applications que je vous ai données. Cette mise en correspondance, elle va consister à essayer de dire, eh bien, telle partie de l'image ici, par exemple cette pointe-là, correspond à telle partie de l'image ici. Alors on va regarder des points particuliers dans cette image. Par exemple, regardons un petit peu cet objet ici, voilà, vous voyez, et qui normalement devrait être en correspondance avec cet objet ici. Voilà, et vous voyez que dans ce cas-là, la mise en correspondance, c'est-à-dire dire ce patch-là correspond à ce patch-là dans l'image, peut être obtenue par la plupart des méthodes que vous connaissez, donc par exemple en calculant la distance euclidienne ou la distance en valeur absolue entre ces deux images,
ou encore la corrélation entre ces deux images, ou encore l'information mutuelle entre ces deux images, etc., etc. Donc toutes les techniques que vous avez pu voir de mise en correspondance. Maintenant, si on regarde d'autres détails de l'image, donc par exemple, vous voyez ici, j'ai un petit nuage ici, et là j'ai le même nuage ici, et on peut s'intéresser à essayer de mettre en correspondance les deux pointes de ce nuage, donc cette pointe ici, avec cette pointe ici. Et vous voyez que quand on zoome, ben, même si pour nous il était, disons, presque évident que ces deux zones pouvaient être mises en correspondance, là quand on zoome, on voit que non, pas trop, quoi. C'est-à-dire que dire que ces deux zones sont en correspondance plutôt que quelque chose qui serait extrait d'ici, ça n'a pas de sens. Donc on voit que en fait, la mise en correspondance pour cette zone-là serait relativement problématique. Quelle est la grosse différence entre les deux zones dont je viens de parler jusqu'à présent? Bien sûr que ici on a beaucoup de textures, alors qu'ici la texture est très très faible. Alors on a d'autres zones texturées bien sûr, hein. Si je prends par exemple le tronc d'arbre, ici par exemple, dans cette zone-là, voilà, qui est en correspondance avec cette partie de l'arbre, on peut voir qu'en effet, ces deux zones sont texturées pour être mises en correspondance. Mais si je prends, regardez, un tout petit peu en dessous, voilà, et que je compare, vous voyez que la mise en correspondance de ça avec ça est tout aussi claire que la correspondance de ça avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir mettre en correspondance sans ambiguïté des zones de l'image, eh bien, il faut qu'on ait de la texture, certes, mais que la texture soit, n'ait pas d'orientation particulière. Vous voyez ici la texture, elle a comme orientation cette orientation-là. C'est quelque chose qu'on appelle plutôt un contour orienté ici, et donc en fait, je peux savoir où se trouve l'arbre dans cette direction-là, mais par contre, dans cette direction-là, je n'ai pas la possibilité de voir ça. Alors que ici, là, ces deux points-là peuvent être mis en correspondance sans ambiguïté. Alors pour qu'on comprenne un petit peu mieux mon propos, j'ai fait passer l'algorithme de détection des points remarquables sur ces deux images. Voilà ce que ça donne sur cette première image. Vous voyez, donc là, les points que j'ai notés en rouge ici sont les points remarquables qui sont extraits. Et puis, sur cette image-là, voilà les points remarquables. Donc, je m'entends, l'algorithme que l'on a utilisé, c'est un algorithme qui fonctionne exactement de la même façon sur cette image et sur cette image. Je ne donne aucun autre renseignement à l'algorithme que les niveaux de gris de ces images. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que en fait, on a un ensemble de points remarquables qui sont ici et qu'on retrouve ici aussi. On retrouve aussi ce point remarquable là. On retrouve ce point remarquable là ici, et puis les points remarquables ici, vous voyez, on les a ici. Un algorithme de points remarquables qui fonctionne bien, c'est un algorithme qui me permet d'assurer que si je lance l'algorithme sur cette image-là et cette image-là, et que le contenu des images est partiellement identique, eh bien les points qui ont été repérés sur cette image-là ont de fortes chances d'être repérés aussi sur cette image-là. Alors, il ne vous a pas échappé évidemment que les points qui sont ici ne se retrouvent pas ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas 100% des points qui sont repérés ici, qui se retrouvent ici, et vice-versa. Ma démonstration est un petit peu biaisée parce que j'ai limité, pour des raisons visuelles, les points remarquables détectés et affichés à une centaine. Donc peut-être que ces points ici sont détectés comme remarquables ou pourraient être détectés comme remarquables, mais comme j'ai limité à une centaine de points, eh bien le fait que ces points-là ici aient disparu de cette image peut-être a impliqué la reconnaissance de ces points. Et bon, c'est juste une hypothèse. Peut-être ils n'ont pas été repérés non plus. Voilà, donc j'ai toujours pas répondu à la question vraiment de qu'est-ce que c'est qu'un point remarquable, et c'est ce que l'on va voir maintenant, parce que la question évidemment qui se pose quand on veut détecter des points remarquables, c'est comment les calculer, c'est-à-dire quelle est la propriété qui va nous permettre de repérer ces points remarquables et d'obtenir cet algorithme. Pour ça, on va grossir un petit peu cette image et puis on va s'intéresser à cette partie de l'image ici qui contient, vous voyez, plusieurs de ces fameux points remarquables dont je vous ai parlé. Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là et puis visiblement celui-ci aussi. Voilà. Donc ici, j'ai un ensemble de points remarquables et on va essayer de voir comment les calculer. Alors pour pouvoir bien comprendre
quelle est la particularité qui va nous permettre de les repérer. Je vais représenter cette image, ce morceau d'image, en 3 dimensions. Donc ici, si je regarde cette image, on a ici du noir, ici du gris. Donc on va dire qu'en niveau de gris, là on a des faibles valeurs, proches de 0, et là on a des plus hautes valeurs. Alors elles ne sont pas proches de 255 parce que j'ai pas du blanc, j'ai du gris, mais plutôt d'une centaine. Et plutôt que d'avoir une image qui est en 2 dimensions comme ça, je vais représenter une image où je vais avoir les colonnes, les lignes, mais aussi en hauteur, on va représenter le niveau de gris. Donc voilà cette représentation, et puis je vais faire une petite animation pour qu'on le voit en 3 dimensions. Voilà, donc on voit le noir qui est en bas, le gris qui est un petit peu élevé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'animation. Voilà, et on peut voir ici qu'on a une image dans laquelle la représentation nous donne une espèce de vallée ici. Donc là, on a un plateau qui correspond à cette zone-là. Voilà, un plateau gris. Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est dans les centaines par là. Un plateau grisé ici. Et puis là, au fond, on a des anfractuosités. Et vous voyez, en fait, ces anfractuosités ici, eh bien, les points remarquables, donc ça c'est cette zone-là, voilà, qu'on voit ici, les points remarquables, ils sont au fond là de cette anfractuosité. Un endroit qui est très resserré, vous voyez, où j'ai un pan comme ça et un pan comme ça. Voilà, et c'est cette propriété qu'on va essayer de repérer. Et cette propriété, elle est basée sur une notion qui est la notion de courbure. Alors, peut-être vous vous rappelez de ce qu'est la courbure, ou peut-être vous en rappelez pas. Et quoi qu'il en soit, on va essayer de se rappeler un petit peu de ce que c'est que la courbure. On reprend notre image ici, et puis on va supposer que cette image elle a été contourée, donc c'est-à-dire que j'ai un contour ici. Voilà. Donc là, j'ai du noir, et là, j'ai du blanc, par exemple. Et je vais m'intéresser à cette zone ici. Vous voyez ? Cette zone ici, je vais essayer de placer un cercle tangent ici, autour de ce point-là. Donc ça, supposons, hein, c'est une animation, supposons que ce soit son cercle tangent, eh bien on va appeler rayon de courbure en ce point, le rayon de ce cercle tangent. Cercle tangent, donc c'est le cercle qui colle le mieux à cet endroit. Voilà, donc ça c'est le cercle tangent. Si jamais je tente de mettre un cercle tangent à cet endroit ici, ben vous voyez que le cercle tangent doit être forcément plus petit. Donc le rayon de ce cercle tangent ici, il est plus petit que le rayon de ce cercle tangent ici. On va appeler courbure l'inverse du cercle tangent. Si R est le cercle tangent, la courbure c'est 1 sur R. Donc plus le rayon du cercle tangent, donc le rayon de courbure est grand, plus la courbure est petite, et au contraire, plus le rayon de courbure est petit, plus la courbure est grande. Donc ici, j'ai une courbure qui est plus faible que ici. Donc globalement, vous voyez, ces points d'anfractuosité, c'est des points où la courbure est très grande, ou le rayon de courbure est très faible, comme on veut. Eh bien, on va s'appuyer sur cette même idée, mais pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc on va étendre en fait cette notion de rayon de courbure et de courbure en essayant de positionner non pas un cercle mais une sphère à ces endroits d'anfractuosité. Donc évidemment, ma sphère, si je veux la coller contre cette figure ici, elle va être plus petite si je suis là que si je suis là. Et donc on peut appeler à la limite rayon de courbure en cet endroit-là le rayon de la sphère en question. Alors j'ai parlé de sphères parce que j'ai parlé de cercles ici, et c'est plus facile à comprendre, mais en fait, ce n'est pas vraiment des sphères qu'on va faire coller, mais plutôt des ellipsoïdes, vous voyez, parce que en fait, pour coller à cet endroit-là, eh bien, il faut que ma sphère, ou mon ellipsoïde, soit plus long ici que là. Ici, j'ai une courbure qui est plus grande, un rayon de courbure qui est plus petit, que dans cette direction-là. Donc ce qui veut dire aussi qu'on a 2 rayons de courbure. On a un rayon de courbure minimum, correspondant à la courbure maximale, et on a un rayon de courbure maximum, correspondant à la courbure minimale. Donc en fait, on doit parler de courbure minimum et courbure maximum. Mais on voit que ici, à cet endroit-là, ici, ces endroits ici, je veux que les 2 courbures soient
les plus petites. Alors généralement, on va résumer cette courbure maximum et minimum, justement avec ces deux-là, soit comme ça, soit on va parler de courbure moyenne et de courbure gaussienne. Bon, on va juste ici parler de courbure moyenne. La courbure moyenne, c'est la moyenne de la plus grande courbure et de la plus petite courbure. Et c'est cette courbure moyenne que l'on va vouloir calculer. Voilà. Donc, en finale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour caractériser si un point est un point remarquable ou non, eh bien, on va essayer de calculer en chaque point la courbure, et on va dire la courbure moyenne, et on va dire un point est remarquable à partir du moment où sa courbure moyenne, on va dire, dépasse un certain seuil. Voilà, ça c'est l'idée générale. Comment est-ce qu'on va caractériser la courbure? Alors pour caractériser la courbure, en fait, regardez, ici, là, vous voyez, la courbure, elle est très faible. Hein, si j'essaie de mettre une sphère ou un ellipsoïde là-dessus, eh bien, ça va être une sphère ou un ellipsoïde qui va avoir un très très grand rayon. Donc quand on est plat, on n'a pas de courbure. Voilà, ici, donc j'ai pas de courbure, là j'ai pas de courbure. Là, qu'est-ce qui fait que j'ai une courbure? Vous voyez, j'ai un ellipsoïde ici. Qu'est-ce qui fait que j'ai un ellipsoïde? C'est parce que je passe ici du blanc vers le noir. Hein, c'est pour ça que j'ai cet ellipsoïde ici. Je passe du blanc vers le noir. Quand je passe du blanc vers le noir, eh bien, je vais avoir une transition ici. Quand je vais dans cette direction, mon niveau de gris va varier. Ici, ben, du blanc, donc d'une haute valeur, vers une basse valeur. À cet endroit-là, la dérivée de mon niveau de gris, ici, elle va être négative dans cette direction-là. Donc, les endroits où j'ai des fortes courbures, c'est des endroits où j'ai des fortes dérivations. Mais vous voyez, là, dans ce cas-là, la courbure, dans ce sens-là, elle est petite. Pardon, elle est grande, c'est le rayon de courbure qui est petit. La courbure dans cette direction-là est grande, par contre, la courbure dans cette direction-là est très faible. Hein, la courbure dans cette direction-là est très faible, c'est la courbure dans cette direction-là qui est grande. Pour avoir un point particulier, il faut que la courbure, elle soit grande dans les deux directions. Vous voyez, dans cette direction-là et dans cette direction-là. Donc, pour pouvoir calculer un indice de courbure, pour pouvoir calculer la courbure, il me faut quoi? Eh bien, il me faut connaître ces dérivées et dire que en ce point-là, les dérivées, elles sont grandes dans les deux directions. Donc, on va tout de suite intéresser à ça. Le calcul de la courbure va utiliser un calcul de dérivées. Les dérivées, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les dérivées, vous en avez deux. La généralisation du calcul de la dérivée pour une fonction à deux dimensions. Là, c'est une fonction à deux dimensions, l'illumination, hein, elle dépend des lignes et des colonnes, de l'axe X et de l'axe Y. Eh bien, nous donne deux dérivées qu'on appelle un gradient. La dérivée sur cet axe-là, on va l'appeler l'axe X, et la dérivée sur cet axe-là, qu'on va appeler l'axe Y. Donc si je prends par exemple cet axe-là, ici, donc je vais suivre, là j'ai quelque chose qui est constant, donc la dérivée doit être nulle. Quand j'arrive ici, je passe du gris vers le noir, donc je passe d'une grande valeur vers une petite valeur, donc ma dérivée elle est négative. Et puis ensuite, ici je vais passer d'une petite valeur vers une grande valeur, donc ma dérivée va être positive. Donc si je fais le calcul, j'obtiens ça. Hein, on voit bien, donc ici en gris, c'est ce qui est à 0. En noir, c'est ce qui est négatif. Et en blanc, c'est ce qui est positif. Donc quand je suis ici, là, je passe à une dérivée qui est négative. Là, ensuite, je suis dans une zone noire, donc la dérivée est nulle. Puis ensuite, je passe à une zone blanche. Si maintenant, je fais la même chose en Y, eh bien, si je descends ici, je passe d'une zone grise à une zone noire, donc là ma dérivée va être négative, donc je vais avoir du noir ici, et puis là, la dérivée va être positive, donc je vais avoir du blanc ici, voilà, c'est ce qu'on obtient. Voilà, alors on a une fausse impression de relief hein, quand on voit ces images, mais évidemment il n'y a pas de relief du tout. Voilà, donc ici on a nos deux dérivées, et je vais appeler donc ces deux dérivées respectivement ix et y, donc ça veut dire, ça c'est la dérivée en x de cette image, ça c'est la dérivée en y de cette image. Voilà. Ix, ça veut dire qu'en chacun des points de cette image, ix, donc de x et y, de ce point x, y, vaut, c'est la valeur qui est indiquée ici. Pareil pour y. Donc dans la suite de l'exposé, hein, je remplacerai
ix de tel indice de ligne, tel indice de colonne, simplement par ix, ça veut dire en fait que je vais calculer ça en chaque point. Donc en chaque point, j'appellerai ix et y, la dérivée en x et la dérivée en y de mon image. Je vous ai dit que les points particuliers, les points remarquables, ces fameux points que l'on essaie de retrouver, ils étaient tels qu'on avait des dérivées qui étaient importantes en x et en y. Alors c'est pas tout à fait correct ce que je dis. En fait, ce que l'on veut, c'est que si on se déplace autour de ce point, voilà, la dérivée en x et en y varie beaucoup. C'est ça en fait qu'on va essayer de repérer. Donc un point remarquable, c'est un point qui, si je me déplace dans cette direction-là, dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, ce sont des points où la dérivée va varier beaucoup. Donc pour pouvoir avoir accès à la variation des dérivées en x et en y, il faut que je calcule la dérivée de la dérivée en x et la dérivée de la dérivée en y. Donc comme toujours, pour chacune de ces dérivées, je vais en avoir deux. Ici, j'ai représenté la dérivée en x de la dérivée en x, que je vais noter ixx. Là, la dérivée en y de la dérivée en y, que je vais appeler iyy. Et puis, je vais calculer la dérivée en y de la dérivée en x, que je vais appeler ixy, qui se trouve être la même chose que la dérivée en x de la dérivée en y. Donc en final, pour calculer la courbure, j'utiliserai 5 images, la dérivée en x, la dérivée en y, et puis leur dérivée en x et en y. La première proposition d'une formule pour calculer la courbure, on la doit à un certain Baudet, qui a proposé cette formule-là. Alors cette formule est une approximation du calcul de la courbure moyenne. Ce n'est pas le calcul de la courbure moyenne, c'est une approximation de ce calcul-là, et vous voyez qu'il n'utilise que les dérivées d'ordre 2, donc la dérivée des dérivées. Donc il dit la courbure, l'indice de la courbure, c'est égal à, en chaque point, la multiplication de cette valeur-là, par exemple si je prends ce point-là, la multiplication de cette valeur-là par cette valeur-là, à laquelle je retranche cette valeur-là au carré. Voilà, et si cette quantité est positive et importante, c'est que j'ai une grande courbure moyenne, et sinon j'ai une faible courbure moyenne. Le défaut de cette formule, alors sa qualité d'abord, hein, c'est que c'est une formule qui va faire peu de calculs, et c'est là pourquoi il avait proposé cette approximation. Son défaut, c'est qu'elle se base sur les dérivées d'ordre 2, qui, comme vous pouvez le voir, sont plus bruitées déjà que les dérivées d'ordre 1. En fait, chaque fois que l'on va dériver une image, on va augmenter l'impact du bruit sur le calcul. Voilà, donc ici j'ai utilisé un filtre lisseur assez fort pour que les images soient démonstratives, mais si on utilise un filtre habituel, on va avoir des images qui sont très bruitées. Donc ce qui veut dire que le calcul de la courbure va être très bruité, et donc on va avoir des courbures et des repérages de la courbure qui sont relativement instables. Plus le fait que cette formule est une approximation, donc en fait c'était une très bonne approche, mais elle n'était pas suffisamment stable pour être utilisée de façon régulière. La deuxième proposition, on la doit à un certain Rosenfeld qui a simplement repris la formule de la courbure moyenne d'une fonction explicite. On dit une fonction explicite, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit z égale f de xy, d'une fonction explicite. Et ça nous donne cette formule-là, donc comme vous voyez, qui mixe les dérivées d'ordre 2 et les dérivées d'ordre 1. Vous voyez donc xx qui multiplie y, etc. Voilà. Donc vous avez cette formule-là. Elle est plus exacte que la formule de Baudet, mais elle est pire. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de calculs, donc elle est plus longue, c'est sûr. On va faire une division, ça c'est toujours très mauvais les divisions, surtout quand on a des choses qui sont bruitées. Voilà, donc les divisions ont tendance à augmenter le bruit. Donc cette formule est assez instable, sauf si on utilise des très forts filtres pour faire les dérivations. Mais à ce moment-là, sa qualité de détection est assez moyenne. Et c'est au début des années 90 qu'est arrivée une petite révolution.
avec l'apparition d'un article de deux personnes qui s'appellent Harris et Stephens. Bon, celui qui est resté le plus célèbre, c'est Harris, et qui a proposé de faire un calcul d'un indice de courbure qui est robuste, simple et relativement régulier, et qui ne va s'appuyer que sur les dérivés d'ordre 1, c'est-à-dire sur x et y. Alors, si on se rappelle de la formule de la courbure qu'a proposé Baudet, vous voyez, on a ixx fois ixy moins ixy au carré. Cette courbure, on peut l'écrire d'une autre façon. Vous voyez, si je mets en place cette matrice avec ixx ici, y ici, ixy et xy en diagonale, eh bien cette courbure n'est autre que le déterminant de cette matrice, déterminant d'une matrice de 2, ça s'écrit comme étant le produit de la diagonale, moins le produit des termes extradiagonaux. Donc on a bien ixx, y que multiplie xy au carré. Quelque chose qui se fait régulièrement, c'est d'approximer cette matrice de dérivée d'ordre 2 à partir des valeurs de dérivée d'ordre 1, c'est-à-dire que je vais approximer ixx par xix, ixy par le produit de x par y, etc. Donc ça, c'est une approximation. Vous voyez, je mets un petit signe d'approximation. Mais ici, vous voyez que si je calcule le déterminant de cette matrice, je vais avoir ixx, donc x carré que multiplie y carré, moins x carré fois y carré. Donc là, cette approximation ne va pas valoir pour le calcul de cette courbure, parce que ça vaudra 0. Et c'est là qu'arrive leur idée assez extraordinaire, qui va consister à transformer ce calcul en considérant donc évidemment x carré ici, en considérant y carré ici, en considérant x que multiplie y, et en proposant de flouter ces images en utilisant un noyau gaussien. Donc je vais prendre ces images, donc l'image des valeurs de x au carré, de y au carré et de la multiplication de x par y, et je vais les flouter. Donc voilà, je floute celle-ci, je floute celle-là, et je floute celle-là. Donc évidemment, je ne peux plus appeler ces images x carré, y carré et xy. Donc je vais les appeler respectivement A, B et C. Et je vais créer la matrice, donc je vais remplacer ça par A, ça par B et ça par C. A, B et C dans les termes extradiagonaux. Et je vais appeler cette matrice M. Eh bien, la propriété qu'ils ont constatée au départ et qui a été démontrée par la suite, c'est qu'on peut avoir non pas une courbure, mais un indice de courbure très fort en calculant le déterminant de cette matrice moins bêta, un paramètre, fois la trace de la matrice. Donc le déterminant, c'est AB moins C carré, et la trace de la matrice, c'est la somme de ces termes diagonaux. Donc ce qui va nous donner AB moins C carré, j'ai oublié le carré ici, AB moins C carré, moins bêta fois A plus B au carré. N'oubliez pas, il y a un carré ici. Voilà, et donc c'est ce terme de courbure qui va nous permettre de faire l'extraction de la courbure. Si maintenant j'applique cet algorithme de détection sur notre image de départ ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais calculer en chaque point cet indice de courbure de Harris et Stephens. Eh bien cet indice de courbure, il va être positif si je suis dans des coins comme ça, il va être négatif dans des endroits comme ça, et puis il va être approximativement égal à 0 dans des endroits plats. Alors pourquoi est-ce qu'il va être positif et négatif? À cause de ce terme ici. La comparaison du déterminant de la matrice avec la trace, et c'est pour ça qu'ils ont mis ça, va nous faire passer en négatif des zones où la courbure, la plus grande courbure et la plus petite courbure sont très disparates,
et va nous faire passer en positif des valeurs où les deux courbures sont à peu près identiques. Le terme bêta, bon là évidemment, hein, c'est un poids qui est adapté, donc il est donné par les auteurs comme étant quelque chose qui doit appartenir à moins 0,04 à 0,15. Et ça, c'est quelque chose qui peut être ajusté. Vous trouverez évidemment des tas d'articles qui vont vous proposer des paramètres plutôt adaptés à tel type ou tel type d'image. Mais dans l'ensemble, l'algorithme que j'ai utilisé, j'ai fixé un paramètre au pif et ça fonctionne quand même relativement bien. Voilà, alors on va voir maintenant un petit peu ce que ça donne sur notre séquence d'images. Donc on se rappelle un petit peu de la séquence d'images. Voilà, donc vous voyez, on a pas mal de points saillants dans cette image. Et on va voir comment se débrouille l'algorithme de Harris et Stephens, sachant, comme je vous ai dit, hein, que j'ai volontairement limité le nombre de points détectés à une centaine. Voilà, donc ce qui peut provoquer en effet certains scintillements, mais qu'on voit. Donc on voit hein, qu'on a bien une grande régularité de détection des points. Hein, les points sont toujours détectés à peu près au même endroit, donc ils scintillent un peu. Donc ça, c'est dû au seuil que j'ai pris, mais on a une bonne régularité. Voilà, donc il y a évidemment des améliorations, des modifications de ces algorithmes. Entre autres, par exemple, on sait que cet algorithme fonctionne très très bien quand on a des mouvements latéraux, donc typiquement quand on fait des panoramiques. Par contre, il fonctionne relativement moins bien quand on a des mouvements de la caméra qui sont dans le sens de l'axe optique, c'est-à-dire que quand on a des grossissements. Donc à ce moment-là, on utilise plutôt un algorithme qui est dérivé de l'algorithme de Harris et Stephens qui s'appelle les SIFT. SIFT pour Scale Invariant, SI, Feature Template, voilà, SIFT. Il y a aussi un algorithme qui s'appelle les SURF, voilà, bon, donc vous avez un certain nombre d'autres algorithmes pour détecter les points remarquables et des adaptations évidemment. Vous avez différentes façons de calculer les dérivés, etc. etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis bon courage pour la suite.